chers internautes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 juillet 2020. Ouais. Nous sommes à notre troisième émission de C'est pas normal. Aujourd'hui, nous allons encore parler de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, dans quelques semaines, se tiennent normalement la prochaine élection présidentielle et le cadre est tout trouvé pour parler de paix et de réconciliation, étant entendu que de plus en plus les Ivoiriens ont quelques appréhensions. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2020, cela fait 13 ans que la Côte d'Ivoire commémorait la flamme de la paix à Bouaké. Nous allons donc parler de cet événement et pour aujourd'hui, j'ai deux invités. La galanterie voudrait que je commence par la dame. Madame Pulchéri Balé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dossa. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne. Ouais. D'accord, merci. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Nous avons également à nos côtés un élu, le maire de Kasseré. Kasseré, bien sûr. Monsieur Issa Guipé-Songui Ouattara. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Comme cela est de coutume dans notre émission, nous allons commencer avec un élément filmé qui parle de paix et de réconciliation. L'élément devrait durer 3-4 minutes et juste après ça, nous revenons sur le plateau. Le 4 mars 2007 est signé dans la capitale burkinabé l'accord de Ouagadougou entre les belligérants de la crise ivoirienne. Cet accord est censé mettre fin à 5 années de crise malgré la nombreuse médiation. L'accord politique de Ouagadougou, appelé APO, est une initiative du président Laurent Gbagbo qui a voulu engager un dialogue direct avec Guillaume Soro, chef de file de l'autre partie au conflit. Lorsque le camp présidentiel et les forces nouvelles signent cet accord, les lignes commencent à bouger. Démantèlement de la zone de confiance, redéploiement de l'administration, processus d'identification et de réunification des armées belligérantes. Parmi ces chantiers, la flamme de la paix. La cérémonie de la flamme de la paix consacrait la fin solennelle de la crise. Bouaké, bastion des forces nouvelles, est choisi pour abriter la cérémonie les 30 et 31 juillet 2007. À cette occasion, Laurent Gbagbo foule pour la première fois le sol de Bouaké depuis l'éclatement de la crise en 2002. À ses côtés, les présidents Blaise Compaoré, le facilitateur, Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, Faure Eyadema du Togo, Boni Yahi du Bénin, Nino Vieira du Cap-Vert et Amadou Toumani Touré du Mali. Moment d'intense émotion de voir les fils du même pays se retrouver. Plus de 25 000 personnes au stade de Bouaké, baptisé à cette occasion Stade de la Paix. La flamme de la paix, venue de Tiébissou en zone gouvernementale, a fait le tour du stade en passant par les soldats des deux armées du contingent onusien avant de parvenir au chef d'État présent qui la transmettront les uns aux autres. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro allument tous deux le bûcher dressé au milieu du stade, détruisant ainsi un impressionnant stock d'armes. Au cours de son allocution, Guillaume Soro, devenu Premier ministre, dira ceci. Ce jour, nous sommes réunis pour brûler des armes. Cette cérémonie des flammes de la paix est chargée de symboles forts. C'est bien deux armées qui se sont combattues dans des batailles épiques qui ont semé la mort et la désolation, et c'est bien ces deux armées qui ont décidé de mettre un terme au sang versé. En décidant de mettre le feu à ces engins qui ont semé la mort, ils s'engagent à mettre un terme définitif à la guerre dans notre pays. C'est pourquoi j'affirme que la paix est là. Voir les généraux Mangou Philippe et Bakayoko Soumaïla, main dans la main, c'est réaliser que la paix est là. À son tour, du haut de la tribune, Laurent Gbagbo proclame la fin de la guerre. Enfin, voilà la paix. À force d'y croire, on finit par y parvenir. Félicitations à tous les Ivoiriens. C'est terminé, la guerre est finie. Tu veux pas marcher Ouagadougou. C'est terminé, la guerre est finie. Tu veux pas marcher Ouagadougou.
pas ta faute. Aujourd'hui tu as compris, si l'erreur est humaine, le pardon il est divin. Et Dieu merci, tu as mis un peu d'eau dans ton vin. Joël C. J'ai appris que C'est terminé, la guerre est finie. Tu peux pas m'achouailler. Hélas, la guerre reprendra en 2010, mais cette fois, suite à des contentieux électoraux entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. 13 ans après la flamme de la paix, la Côte d'Ivoire organise une autre élection présidentielle et les Ivoiriens ont peur du retour des vieux démons. Nous sommes de retour après l'élément filmé. Première question, Madame Pulchéri Barley, vous êtes de la société civile. Comment est-ce que vous avez, quel commentaire vous avez à faire sur cet élément que nous venons de voir, qui parle de paix et de réconciliation? Bon, je dirais que la flamme de la paix a donné beaucoup d'espoir aux Ivoiriens. D'accord. Mais malheureusement, ces espoirs n'ont pas été tenus, puisque jusqu'à présent, la réconciliation n'est pas effective. Vous pensez qu'il y a du chemin à faire en matière de réconciliation en Côte d'Ivoire? Tout le chemin est à faire. D'accord. Est-ce votre avis, monsieur le maire? Bon, tout simplement, de façon générale, je dirais, la flamme de la paix, c'est un événement qu'on doit saluer et que tous les Ivoiriens ont salué. C'est ça. Je pense que c'est d'abord là un acte fort apprécié de voir rapidement la volonté de deux protagonistes décider de s'asseoir et de se parler. D'accord. Donc c'est l'élément que je peux déjà saluer et apprécier. Quel souvenir gardez-vous personnellement de cet événement? Bon, il faut le dire, comme je l'ai dit dans mon propos, la flamme de la paix, c'est d'abord un acte qui est venu matérialiser une volonté. Vous voyez, depuis la rébellion éclatée, nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé, les causes de la rébellion. D'accord. Mais on dit toujours de façon naturelle, c'est vrai, il peut y avoir problème. Et même problème sérieux dans le pays. D'accord. Mais comment faire pour en sortir? C'est ça le plus important. D'accord. Et le grand souvenir que j'ai, c'est vraiment rendre un hommage, d'abord particulier, au président, l'ex-président que je dirais, Laurent Gbagbo. D'accord. Au président également de Générations de Peuple Solidaire, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kiba-Forissogo. Qui, soit dit en passant, a échappé un mois avant cet événement à un attentat. Bon, bien sûr, vous comprenez que c'est un grand homme d'État, parce que échapper à un attentat et en même temps garder cette volonté ferme d'aller toujours, et de tenir cette main tendue du président Laurent Gbagbo, il faut dire que c'est un acte sérieusement à saluer. Parce qu'au-delà de la personne, il a montré là qu'il fallait mettre l'État au-dessus de tout. D'accord. Madame la présidente de l'AICI, est-ce que vous avez gardé un souvenir particulier de cet événement-là? Bon, vous savez, nous sommes de la société civile. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est que les politiques matérialisent leurs promesses. D'accord. Et donc, comme je le disais tantôt, la flamme de la paix a été vraiment saluée par tous les Ivoiriens. Ça a suscité beaucoup d'espoir. Mais justement, est-ce que vous pensez que ça a impacté positivement d'abord le processus de réunification du pays et ensuite le processus de paix en lui-même? Non, ça a certainement eu un impact positif sur le processus de réunification du pays. D'accord. Mais à mon sens, pas sur la paix, pas sur la réconciliation. D'accord, d'accord. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, 13 ans après, on n'a pas l'impression que les Ivoiriens ont été marqués par cet événement. Je veux dire, on ne voit pas de commémoration particulière autour de l'événement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, tout simplement, vous retournez aussi une question. Pourquoi aussi, 13 ans après, l'attaque du Fauquersan, qui, à l'intérieur, se trouvait l'ex-premier ministre, allant donc pour une mission d'État, dans le cadre déjà de restaurer l'administration. Pourquoi
ce acte que beaucoup d'Ivoiriens ont condamné est resté dans les oubliettes. Alors, je vous pose la même question. Vous pensez que c'est que ça a été oublié? Oui, à mon sens. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Balé, selon vous, est-ce qu'il faut revenir à la commémoration de cet événement, la flamme de la paix? Oui et non. Il y a certainement pas mal d'Ivoiriens qui ne savent pas ce qui s'est passé à cette époque. Non, la plupart des Ivoiriens sont contemporains de cette époque. Je veux dire, tous ceux qui sont adultes actuellement. Oui, parce que c'était vraiment important, puisque on avait connu une crise qui avait partitionné le pays. Et il était bien que le président d'alors et le président Soro Guillaume se mettent ensemble pour dire aux Ivoiriens que la guerre est finie. Donc, dans le sens de la volonté d'aller à la paix, c'est bien à commémorer. Mais comme les actes n'ont pas suivi la volonté, bon, c'est pour cela d'ailleurs, je reviens sur la question que vous avez posée à monsieur le maire tout à l'heure, c'est pour cela que jusqu'à présent, on ne commémore pas ça. Parce qu'après ça, il y a eu beaucoup de violence, il y a eu pire que ce qui avait précédé cette flamme de la paix. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on ne célèbre pas que... On célèbre quelque chose qui a eu des impacts totalement positifs. D'accord. Là, ce qui était important, c'était la paix. On a eu la réunification, on n'a pas eu la paix. Donc, du coup, on n'a pas vu l'intérêt. Moi, j'étais surprise même que vous me dites que ça fait 13 ans, on avait oublié ça. Hein. La présidente de l'AIC dit qu'on a eu la réunification, on n'a pas eu la paix. C'est votre avis, monsieur le maire? Bon, je dirais pas trop. D'accord. Puisque déjà, lorsque vous voyez déjà la tension, parce que faut dire la rébellion, c'est deux grandes armées qui étaient opposées. D'accord. Alors, qui ont aussi vraiment créé aussi des tueries. Ça aussi, il ne faut pas qu'on cache cela aux Ivoiriens. D'accord. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Et comment retrouver un cadre? C'est-à-dire, c'était vraiment la bienvenue. Pas forcément la réunification, mais à travers ce acte, nous avons pu régler beaucoup de choses. Comme les questions de l'identité en Côte d'Ivoire. Et la question identitaire, qui était un des points importants qu'il fallait vraiment mettre sur la table. Mais comment arriver à régler ces grandes questions que les Ivoiriens attendaient? Alors, il fallait aboutir à un climat qui puisse rassurer, un climat de paix. Et je pense qu'à cette période bien précise, Guillaume Soro et le président d'alors, Laurent Gbagbo, ont bel et bien réussi. C'est vrai que nous parlerons à la suite de d'autres événements liés à l'élection qui ont replongé donc les Ivoiriens dans d'autres crises. Mais nous dirons déjà, lorsqu'on se limite à la flamme de la paix et que qu'est-ce que nous avons obtenu? Voilà. Depuis la signature, cette volonté de s'asseoir autour d'une même table, de décider et de dire trop c'est trop, arrêtons, allons de l'avant. Je pense que c'était un acte très fort. Et nous avons obtenu la paix là. Et c'est grâce à ce climat apaisé que les acteurs étaient confiants et que tous les Ivoiriens, main dans la main, sont allés à des élections. Voilà. Donc, je me dis qu'il ne faut pas qu'on rejette aujourd'hui qu'il n'y a même pas eu paix, mais il y a eu quand même, je peux dire, la paix était là. D'accord. Jusqu'à ce que, bon, le diable arrive. D'accord. Voilà. Le diable, c'est certainement la crise post-électorale qu'on a connue. Bien sûr. Comment vous expliquez que de l'espoir de paix qu'on a eu en ce moment-là, on connaisse cette descente aux enfers? Comment expliquez-vous? Bon, moi je le dis toujours... Est-ce que vous direz comme la présidente de l'AICI que les bases de cette paix n'ont pas été suffisamment consolidées? Si. D'abord, je vois que au niveau d'abord de la flamme de la paix, tout le monde, les deux belligérants étaient d'abord dans un souci d'arrêter tout ce qui était acte de violence. Mais en même temps... Il y a certains qui disent que c'est une grosse comédie. Hein. Bon, moi je le dis, moi j'ai trouvé ça sincère. Parce que des militaires, les deux chefs d'état-major présents, main dans la main, j'ai trouvé ça sincère lorsque il y a eu présence de toute cette communauté internationale, venir témoigner donc la volonté, cette volonté faite à l'Ivoirienne. Et pour moi, ce n'est pas, les deux jeunesses étaient fracturées,
et de voir aussi à une occasion les deux grandes jeunesses organisées, la jeunesse qu'on appelait la jeunesse Force Nouvelle et la jeunesse, ici, les patriotes, se mettre ensemble, marcher ensemble dans les rues de Boaké. Pour moi, il n'y avait pas meilleur symbole. Il n'y avait pas meilleur symbole. D'accord, d'accord. 13 ans après, nous sommes à 3 mois de la prochaine élection présidentielle. On constate que les Ivoiriens ils ont peur, qu'on connaisse de nouvelles violences. Comment est-ce que vous expliquez ça? On a eu 10 ans de paix relative sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Vraiment de paix relative. Comment expliquez-vous cette angoisse que les Ivoiriens ont aujourd'hui? L'angoisse que les Ivoiriens ont aujourd'hui est vraiment justifiée. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est vraiment une paix relative qu'on a vécue jusqu'ici parce que les bases qui devaient établir la réconciliation n'étaient pas sincères. Nous avons eu la CDVR qui a fait un travail de terrain, qui est allé au contact des Ivoiriens. Après, les résultats ont été mis dans les tiroirs. Les gens ont créé la CONARIV. La CONARIV aussi était censée indemniser les victimes. Elle l'a fait de façon partiale. Elle a reçu 800 000 dossiers. Elle en a validé 300 000. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui se plaignent de n'avoir pas été indemnisées. Et le gouvernement n'a pas fait d'efforts pour que la réconciliation soit effective. Donc aujourd'hui, nous allons... Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire selon vous? Attendez, je réponds d'abord à votre première question. Aujourd'hui, nous allons aux élections sans un dialogue politique véritable. Le dialogue politique est quasi inexistant. Il ne se noue que quand on se bute à des questions sur lesquelles on est obligé de trouver des solutions, comme on a été obligé d'engager le dialogue sur la CEI 1 an et demi après que l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été rendu. Le 18 novembre 2016, ce n'est qu'en janvier 2019 que le dialogue sur la CEI s'est engagé. Et comment? En n'impliquant même pas tous les acteurs réels. Tous ceux qui comptent réellement n'ont pas participé à ce dialogue. Donc, on est dans une comédie depuis le début et on arrive à un stade où à 3 mois, le mot n'est pas fort, c'est sérieux, les gens se jouent de nous. Hein? On arrive à 3 mois des élections avec un dialogue politique quasi inexistant, une CEI qui est contestée, la révision de la liste électorale elle-même qui est la base d'une élection crédible a été bâclée. Hein, l'enrôlement a été bâclé. Aujourd'hui, il y a des millions d'Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire parce que simplement cet enrôlement a été programmé tardivement. Et nous disons que c'est à dessein parce que déjà depuis 2018, le gouvernement avait pris une loi pour faciliter l'obtention des pièces administratives. Mais pourquoi en 2018, on n'a pas fait de promotion de cette loi, on n'a pas pris les dispositions pour que tous les Ivoiriens qui ont un problème de pièces puissent en avoir en prévision de l'élection de 2020. Hein? La Covid est venue nous surprendre et c'est seulement en juin qu'on a lancé la révision de la liste électorale alors qu'il y a certains Ivoiriens qui malheureusement se retrouvent encore sans pièces. La procédure met 3 semaines. On prend juste 2 semaines pour la révision. Ensuite, il y a eu des problèmes de lenteur administrative. Il y a eu des zones même où les imprimés manquaient. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où, à la clôture de la révision de la liste électorale, certains sont restés avec leurs pièces dans le circuit. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème. Si plusieurs Ivoiriens qui voulaient s'inscrire sur la liste électorale n'ont pas pu, c'est des frustrés qui pourraient mal réagir par après. Mais il y a un autre problème qui est plus grave. Nous sommes Ivoiriens. Nous avons connu une crise post-électorale. Et depuis la crise post-électorale, c'est la première fois que nous avons des élections à enjeu. Parce que 2015, pour nous, c'est juste une parenthèse. Mais c'est maintenant là qu'on parle réellement d'élections. Et il y a des catégories d'Ivoiriens qui ont leurs candidats qui sont empêchés de revenir au pays. Vous voulez parler de Guillaume Soro? Oui, il dit qu'il veut être candidat. On le juge par contumace, on le contraint à l'exil. Mais ça, ce n'est pas des conditions qui peuvent rassurer pour des élections. Le président Laurent Gbagbo est aussi le candidat d'une frange. On l'empêche de rentrer au pays.
Mais même quand on prend les candidats indépendants, de quel droit hein, le chef de l'État prend un code électoral par ordonnance dans lequel on exclut des candidats. On avait mis la caution à 20 millions, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Subitement, la caution passe à 50 millions. Ça veut dire que si vous êtes du peuple comme nous autres et que vous avez de bonnes idées pour votre pays, vous ne pouvez pas vous présenter parce que vous n'avez pas 50 millions. Du côté du gouvernement, on vous répondra qu'il y a eu une discussion entre le pouvoir Quelle bonne discussion. La discussion n'a pas été achevée. La discussion sur le code électoral n'a pas été achevée. Les gens se sont séparés dos à dos. Il était question maintenant d'avoir l'arbitrage du chef de l'État. Cet arbitrage n'a pas eu lieu quand pendant la période de la Covid, on a pris le code électoral par ordonnance. La question du parrainage également exclut certains candidats. Nous pensons que quand on est dans un contexte de crise, on doit faciliter les choses plutôt que de les rendre plus difficiles. Donc c'est tout ça qui fait que personne n'est rassuré par rapport à ces élections. D'accord. Monsieur le maire Kassé, vous partagez les préoccupations exprimées par la présidente du AIC? Je dirais oui, et peut-être ajouter quelques éléments pour vous rassurer que, en réalité, les Ivoiriens ont peur. Parce qu'elle a si bien dit, nous sortons d'une crise très profonde. Alors, cela devrait, à mon sens, hein, nous servir de tirer les leçons de tout ça et d'avancer. Bon, on se trouve à un stade où on se dit, bon, c'est moi, l'homme fort, je suis au pouvoir, je fais, je balise comme je veux, j'avance. On a un schéma qui est présenté devant nous comme si nous avons un mur devant nous. Et tête baissée, nous sommes en train de foncer tout droit, aller cogner ce mur. Parce que c'est dommage et c'est même regrettable. D'accord. C'est dommage et regrettable. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment on a pu se retrouver là. Vous êtes ancien cadre du RDR, vous avez pendant longtemps flirté avec le parti présidentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui vous vous retrouvez du côté de Guillaume Soro. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on a pu se retrouver là avec un chef de l'État qui a fait les institutions internationales? Comment est-ce qu'on a pu se retrouver là? Bon, nous nous sommes posé la même question parce que vous l'avez dit, hein, j'ai personnellement occupé des fonctions même dans le parti. Hein. Je parle bien d'abord du RDR. J'ai été élu secrétaire départemental de Bundiali. Ensuite, j'ai même tenu la campagne présidentielle de 2015 en tant que directeur de campagne sur l'ensemble du département. Et je dis, bien sûr, avec mon leader, hein, Guillaume Soro, qui était aussi l'un des vice-présidents du RHDP. Mais il faut le dire à un moment donné, parce que ce qui est aussi apprécié en tant qu'Ivoirien, en tant que fils de ce pays, vous pouvez être dans une famille, mais à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut savoir dire non. Il faut savoir attirer l'attention pour leur dire, ben, tiens, c'est vrai, nous sommes dans une plateforme, mais en même temps, voici le danger qui est là. Nous sommes là pour les Ivoiriens, nous ne sommes pas là pour nous. Parce que c'est ça le véritable problème. Parce qu'à un moment donné, dans la gestion de l'État, on pense que sa personne seule suffit seulement à anéantir tout, à faire bouger tout et ou à faire arrêter tout. C'est ça. Alors, quand on arrive à ce stade où on commence à rater la mission, vous comprenez avec moi que la situation commence à être un peu compliquée. Le frustré qui est en train de parler aujourd'hui? Non, pas le frustré, pas le frustré. C'est l'Ivoirien qui fait très souvent le point d'où le pays est sorti, les crises, les différentes crises. Il met tout ça ensemble et il voit le pauvre Ivoirien. Parce que la politique même, on l'a fait pour la population. Ce n'est pas pour nous on fait la politique. Donc quand j'associe tous ces éléments, je me dis, mais attends, pourquoi rester? Pourquoi accompagner et ne pas dire, attirer donc l'attention des uns et des autres? C'est ça. Et je me dis aujourd'hui, le président Ouattara, comme je le dis, madame a soulevé plusieurs points, disant que la réconciliation a connu un échec. Ça, il faut le dire, c'est très honnête. Parce que vous voyez des millions de prisonniers qui sont dans les cellules. Aucun jugement. Aujourd'hui, des députés qui sont arrêtés, emprisonnés. Bon, vous voyez, c'est grave tout ça.
sous un pouvoir et après un passé récent, on ne devrait pas arriver là. D'accord. Mais pour moi, si on arrive là, bon, seuls les décideurs savent ce qu'ils font et où ils sont en train de traîner la Côte d'Ivoire, où ils nous amènent. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Balé, qu'est-ce que, tout à l'heure je vous ai posé la question, on m'a dit que vous y reviendrez. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Rouvrir le dossier de la liste électorale qu'on devrait réviser? Oui, oui. On a une idée très claire de ce qu'on devrait faire. Et c'est d'ailleurs l'objet de nos revendications qui ont fait qu'on a lancé un mot d'ordre de sitting à la place de la République le 14 août prochain. Nous avons 4 revendications que nous pensons peuvent garantir des élections apaisées. La première, c'est la prise d'une ordonnance pour la révision de la liste électorale. Parce que le droit de vote, c'est un droit citoyen et c'est le premier droit politique. Ça risque le calendrier électoral. Le calendrier électoral n'est pas plus important que la paix. D'accord. C'est pas plus important que la paix. Et actuellement, à 3 mois là, avec un peu de volonté politique, on peut même réorganiser les choses et tenir le 31 octobre. C'est une question de bonne volonté. Voilà. Donc, je disais qu'il faut que le chef de l'État prenne une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale. Parce que la CEI n'a pas le droit de priver les citoyens de leur droit de vote. La seconde chose, c'est de prendre une grâce présidentielle pour vraiment effacer toutes ces condamnations par contumace. Parce que si nous voulons la paix, il faut qu'on permette à tous ceux qui veulent être candidats d'être candidats. C'est à nous, le peuple, de choisir qui on veut. C'est pas au gouvernement de mettre des barrières pour exclure des candidats. Là, on est en train de parler des conditions pour aller à la paix. Voilà. Donc, il faut prendre une grâce présidentielle pour annuler les condamnations par contumace. Il faut libérer les prisonniers politiques et militaires et permettre aux exilés politiques aussi de rentrer. Parmi eux, là, il y a des gens qui veulent se présenter mais qui ne se sentent pas en sécurité quant à leur retour au pays. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut que la réforme de la CEI soit effective. Nous ne parlons pas de recomposition. L'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le premier, du 18 novembre 2016, a demandé une réforme. Que le gouvernement conteste. Non, mais c'est toujours comme ça. Ils ne font jamais ce qui est normal. Ils font seulement ce qui les arrange. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire ce qu'il faut faire. Et on a demandé une réforme. La réforme ne se limite pas à la composition. On a les attributions de la CEI, on a son fonctionnement qui compte, son organisation et tout. C'est tout ça qui fait la réforme. Parce qu'il faut que la CEI soit réellement indépendante et impartiale. Pour qu'elle le soit, il faut que sa composition soit équilibrée. Ils s'en sont tenus à la composition, mais ça a été une mauvaise recomposition parce que, justement, ceux qui représentent l'opposition ne sont pas désignés par l'opposition, ceux qui représentent la société civile non plus. Qui les a désignés, Madame la Présidente? C'est eux-mêmes. Quand une dame comme Harriet Lagou, le 3 juin 2019, elle a fait une conférence de presse pour dire que son parti appartient désormais au RHDP, comment elle peut représenter l'opposition? Et quand on prend le président de la CEI lui-même, depuis quand il est de la société civile? Il vous répondra que ce n'est pas à la CEI qu'on gagne les élections. Non, mais c'est qu'il est ignorant. On gagne les élections à plusieurs étapes. La CEI donne les résultats provisoires. Mais il faut qu'elle le fasse honnêtement. Pour qu'elle le fasse honnêtement, il faut qu'elle soit équilibrée. Notre quatrième revendication, c'est le Conseil constitutionnel qui est actuellement illégal. C'est faux ce que vous dites. Si. Il a été... les membres du Conseil constitutionnel ont été nommés en 2014. Dans notre constitution, parce que c'est ça aussi notre problème. Dans ce pays-là, on ne respecte pas la constitution. Et c'est le gouvernement lui-même qui est le premier violateur de la constitution. L'article 128 nous donne la composition du Conseil constitutionnel. On nous dit qu'il y a un président qui est nommé par le président de la République. Il y a les anciens présidents de la République s'ils le souhaitent. En l'occurrence, dans notre cas,
le président Laurent Gbagbo et le président Bédié. 6 conseillers. Parmi les 6 conseillers, le chef de l'État en propose 3. Le président de l'Assemblée nationale en propose 2 et le président du Sénat en propose 1. Vous allez demander au président Soro Guillaume s'il a été consulté pour choisir les membres du Conseil constitutionnel à l'époque. Ils ont tous été nommés par le président de la République. Qu'est-ce que vous en savez? Et leur mandat, mais on se renseigne. On ne peut pas jouer notre rôle sans avoir les informations qu'il faut. Et donc, le président prend un décret pour prolonger le mandat des membres du Conseil constitutionnel alors qu'il expirait en 2020. C'est écrit dans la Constitution, ils ont un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc vous jugez cet acte illégal? Mais absolument. C'est anticonstitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel actuel, là, il est illégal. En plus, il a ajouté 3 membres. Actuellement, ils sont 12. D'accord. On va revenir à votre meeting, à votre sitting qui est prévu pour le 14 août. D'accord. Monsieur le maire, la question, je vous pose la même question. Quelles sont les conditions, selon vous, pour aller à une élection apaisée? Est-ce que, comme l'a dit la présidente du AICI, il faut recomposer la CEI? Il faut réformer la CEI? Est-ce qu'il faut rouvrir l'inscription sur la liste électorale et j'en passe? Je dirais oui, parce que, vous savez, je le dis toujours, notre pays vient de loin. Et ce qui est encore intéressant dans tout ce que nous sommes en train de faire, alors, nous sommes sortis d'une grave crise. Et tout a été mis en place pour une organisation, pour aller à ces élections. Et le président Guillaume Soro ne cesse de le dire à chaque fois. Certes, il était Premier ministre, mais en même temps, chargé de la sortie de crise. Pour organiser des élections crédibles en Côte d'Ivoire. On l'a vu. Parce que quand tu es acteur, tu as cette lourde responsabilité. Mais vous voyez, le contact, l'approche des différents, de ceux qui ne peuvent pas s'asseoir autour de la même table. Il faut d'abord mettre cette dynamique pour retrouver déjà tous ces acteurs-là autour d'une même table. Je pense que ça apaise beaucoup. Et Guillaume Soro a réussi à tout. Et vous voyez, c'est cette organisation crédible. N'ayons pas peur en Côte d'Ivoire de recopier les bons exemples. Parce que ça, j'appelle ça un bon exemple. Cette bonne CEI, l'organisation qui était à travers cette CEI, qui a rassuré hier tous ces éléments. Mais malheureusement, cette même CEI, cette même CEI était caporalisée par les partis politiques. Non. Cette même CEI, c'est au finish que le président actuel même a été élu. Ou aujourd'hui, et tranquillement, dans le palais présidentiel. Mais c'est grâce à cette organisation. Mais lorsqu'on quitte toute cette organisation et on fait les choses sans règles, bon, Dieu merci, nous avons la Cour africaine des droits de l'homme qui a attiré l'attention. Bon, quant aux dirigeants de respecter, très souvent on se demande si la Côte d'Ivoire est vraiment dans le concert des nations avec les autres pays. Ou bien nous on a un pays à part où on peut dire non à tout le monde. Parce que hier, nous nous sommes appuyés sur les mêmes et la surveillance de cette même communauté internationale qui nous a accompagnés. Il arrivait des fois, la même communauté internationale, à trouver des points qui ne sont pas bien et à corriger. Et tout cela a été pris en compte pour aboutir à des élections. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui refuser et remettre tout ça en cause? Est-ce que vous trouverez comme certains paradoxes, le chef de l'État qui va faire une médiation au Mali, et ici qui a des difficultés pour discuter avec son opposition? Vraiment, vraiment, je me demande même comment le chef d'État a pu vraiment laisser tous ces problèmes ici en Côte d'Ivoire, tous ses frères qui sont assis, qui n'arrivent même pas à s'asseoir autour d'une même table, pour faire une médiation au Mali. Bon, on dira toujours, il faut toujours mettre de l'ordre dans sa propre maison avant de sortir. D'accord. Vous avez projeté un sitting pour le 14 août. Est-ce que vous êtes optimiste que vous allez avoir l'autorisation des autorités pour le faire? Les autorités n'ont jamais donné d'autorisation à toutes les organisations qui ne sont pas du RHDP. D'accord. Mais cela ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. D'accord. Si nous pensons
que nous devons manifester, nous programmons notre manifestation. D'ailleurs, nous avons écrit au préfet d'Abidjan. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de réponse. Mais notre manifestation, nous allons la tenir. La Constitution nous autorise à la tenir. D'accord. D'accord. Le débat auquel on assiste ces derniers temps avec le décès du Premier ministre, candidat du RHDP, c'est la possibilité que le chef de l'État puisse se présenter à ces élections-là. Vous pensez que ça, c'est de nature à calmer la situation? Non, pas du tout. C'est même une question qui est très humiliante pour notre pays. Elle est humiliante parce que c'est une énième violation de la Constitution qui n'autorise pas à quelqu'un de faire 3 mandats. Le président a eu 2 mandats consécutifs. Normalement, il ne devrait plus se présenter. Ses partisans disent qu'il y a une nouvelle Constitution. Ces partisans ne sont pas la loi. Ça, on est en train de parler de notre Constitution. Dans les partisans, là, de tous les partis, là, il y a des gens qui sont normaux et puis il y a des gens qui sont anormaux. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui veut respecter la Constitution, il ne peut pas cautionner ça. Ça, c'est d'un. D'accord. De deux, lui-même, le 5 mars 2020, devant toute la communauté nationale et internationale, devant les 2 chambres parlementaires, il a dit qu'il allait passer la main à la nouvelle génération. Est-ce à croire que la nouvelle génération là, se résume à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Parce que quand lui il est décédé, il n'y a plus de nouvelle génération. Il faut que lui, il revienne au pouvoir. C'est un cas de force majeure. Non, force majeure par rapport à quoi? C'est une question d'éthique, je touche du bois. Si jamais le président n'était plus. Donc, le RHDP ne va pas avoir de candidats. Quand même. Faut en sérieux. D'accord. L'éventualité de cette candidature-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à Génération et Peuple Solidaire? Je dirais que c'est une candidature qui serait vraiment malvenue. Parce que Madame a touché déjà un point qui est aussi important pour moi. C'est lequel? C'est la parole donnée. Vous savez, ce que quand même je conseillerais au chef de l'État, de prendre un peu le modèle Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, les chefs d'État, quand on reste simplement chef d'État, c'est très facile de rentrer, je veux dire c'est difficile de rentrer dans l'histoire. Il faut aller au-delà, qu'on appellerait le père de la nation. Nous souhaiterons que le président actuel soit un père de la nation. Vous pensez qu'il ne l'est pas? Non. Pourquoi? Parce que lorsque, comme on l'a dit, vous réunissez déjà toute une communauté internationale. Et je rappelle en même temps quelques propos de M. le Président, nous disant que lorsque ces partisans du RHDP criaient et l'appelaient toujours à rester, il a dit quoi? Je suis fatigué. Ayez pitié de moi. Mais aujourd'hui, je suis surpris. Quels sont ces militants qui appellent? Ça, c'est naturel, hein, les militants peuvent appeler toujours le président Ouattara. Mais le président Ouattara lui-même, en déclarant déjà à la communauté nationale et internationale, physiquement, il ne répond plus. Il est fatigué. Il a besoin aussi de repos. Chose normale. Mais je me pose souvent la question. Si le président venait à présenter officiellement, à dire oui, qu'il est candidat, est-ce que réellement nous aimons la Côte d'Ivoire? C'est le président fatigué déjà, qui n'arrive plus aussi à répondre physiquement pour donner encore cette énergie à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Je vais terminer un élément pour vous dire là quelque chose. Vraiment, cela a démontré une autre image, hein, que moi, personnellement, j'ai retenu du RHDP. Parce que je me suis dit que on nous dit très souvent c'est une machine. C'est une machine. Mais j'ai eu et par aujourd'hui, c'est malheureux. Et je voulais même, pour ce temps de parole, vraiment pour la mémoire de l'ex-premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui a été un grand serviteur de l'État. Et que Dieu veille sur son âme. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous avez un candidat désigné, Amadou Gon Coulibaly, père son nom. Et aujourd'hui, dans la constitution de M. Ouattara, il est dit clairement qu'une fois élu président, le président lui-même doit désigner son vice-président. Vous voyez? Oui. Alors, donc je me dis déjà par anticipation, ce parti, le RHDP, avait déjà désigné M. Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Mais en même temps,
Vous pensez qu'ils avaient déjà une idée de qui une idée déjà de celui qui devrait être déjà le vice-président. D'accord. Mais en ce moment, que le président Ouattara nous dise qu'on devait se retrouver à la Poutine, que Amadou Bon, tout simplement, devait être président, et puis lui le nommer comme le vice-président. Parce que je me dis quoi, s'il y a vraiment volonté de passer le pouvoir à la nouvelle génération, et qu'il y a un cadre déjà qui était déjà bien vu pour être le vice-président, M. Bon Coulibaly, il serait monté naturellement. Que M. Ouattara respecte sa parole très sagement, qu'il parte effectivement déjà fatigué, qu'il parte se reposer. Et que ensuite, ce dernier soit promu au niveau de leur parti. Et puis bon, en ce moment, parce qu'il est important, il y a des choses on peut les faire en fonçant tout droit. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, il faut faire de bons exemples. Parce que aussi les générations qui sont derrière nous nous regardent et doivent copier des exemples de nous pour l'avenir. Et c'est ça qui est important. Mais je me souviens que quand il a fait sa déclaration le 5 mars dernier, M. Ouattara a été érigé au rang de Mandela par ses partisans. Bon, ça vous avez dit ses partisans. D'accord. Vous n'êtes pas d'avis avec eux? Bon, moi je regarde encore. La question est là où des choses même sont suscitées par ses propres partisans pour appel à la candidature de M. Ouattara. M. Ouattara qui a dit à l'ensemble de la communauté internationale qu'il est bien fatigué, il ne peut plus donner cette grande énergie. Tout le peuple de Côte d'Ivoire et l'international regarde M. Ouattara. D'accord. S'il doit être Mandela ou pas, c'est par là on verra. D'accord. Dans une de ses sorties, M. Bakongo, l'un des rédacteurs de la Constitution, a estimé que le chef de l'État est éligible. Comment est-ce que vous réagissez à cette sortie de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur? On trouve que c'est vraiment décevant parce qu'avant d'être ministre, il est juriste. Et il sait mieux que nous ce qui est inscrit dans la Constitution. D'accord. Voilà, donc mais vous n'avez pas dit, quand le professeur Martin Blehou a fait sa sortie, vous n'avez pas dit que c'était décevant? Non, mais puisqu'il a dit ce qui est. D'accord. Voilà. D'accord. Il a dit ce qui est. D'accord. Vous, le militant le cadre de GPS, le même ministre Cissé Bakongo qui estime qu'il est dessus que toute la préoccupation de l'opposition, tout le programme de l'opposition soit basé sur la candidature ou la non-candidature du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pourrez lui répondre? Bon, c'est l'histoire simplement qui va retenir cela. Parce que vous voyez partout des vidéos de M. Bakongo qui affirme clairement lors de la Constitution, la rédaction même de cette même Constitution, que M. Ouattara ne peut pas briguer, il ne peut plus se présenter. Il y a eu aussi des ministres, comme le ministre Bruno Labagné du même gouvernement, qui sont allés tous dans ce même sens. Et aujourd'hui, le ministre même de la Justice, sans ça. Et aujourd'hui, bon, vous savez, il y a la question interne. Peut-être à un moment donné, c'est ce qui est toujours vu en Côte d'Ivoire, d'écraser la loi et de rester toujours la politique partisane finit par prendre le dessus. Mais je dirais que c'est malheureux. C'est malheureux pour un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, de dire hier une vérité aux Ivoiriens. Et je pense que M. Bakongo lui-même, quand il finit de faire ses déclarations chez lui au salon, avec les enfants autour, je pense que tout est une question de conscience. Pour décrisper, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà de la réforme de la CEI, au-delà de l'ordonnance pour libérer les prisonniers, qu'est-ce que vous attendez? Quel est le geste fort que vous attendez du chef de l'État? À l'occasion, par exemple, de la fête nationale qu'on célèbre dans quelques jours. Quels sont les gestes forts que vous attendez? Nous avons déjà dit ce qu'on attendait. La seule chose qu'on va ajouter, c'est que vraiment, il renonce à se présenter à la présidence de la République. Sinon, les 4 revendications que nous avons énumérées là, c'est ce que nous attendons de lui le 6 août. D'accord, d'accord. De plus en plus des voix s'élèvent pour réclamer la libération des prisonniers, le retour d'exil du président Laurent Gbagbo, du président Guillaume Soro. Depuis qu'on a connu la crise de 2002, on ne fait qu'amnistier, prendre des ordonnances pour gracier. Est-ce qu'on ne fait pas le lit de l'impunité en Côte d'Ivoire, monsieur le maire? Bon, je répondrai tout simplement, vous mettre en contact avec le président rwandais. Vous savez, il y a crise, il y a problème. Mais en même temps, je le répète toujours, il faut mettre un mécanisme de sortie. Hier, le président Paul Kagame était appelé généralement le chef rebelle.
Et lorsque, vous avez remarqué, il a fini par se convertir le treillis à Lavès, qui est aujourd'hui président, il a osé donner aujourd'hui une directive effectivement au pays. Et tout se passe bien. On a un Rwanda aujourd'hui réconcilié, où tous les enfants, les Rwandais peuvent s'asseoir. Aujourd'hui, petit à petit, on est en train de citer aujourd'hui ce pays dans des pays aujourd'hui comme pays d'exemple, dans le cadre effectivement de la réconciliation. Pourquoi on ne peut pas réussir ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi sortir déjà d'une plaie profonde et encore retomber chaque année? On dirait qu'il faut que à chaque fois, on n'est pas suffisamment responsable et mûr d'asseoir ce climat de confiance et d'aller le loin possible sans frustrer qui que ce soit et voir les fils de ce pays rassemblés autour de soi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un exorcisme, si je m'en tiens à ce que vous dites? Non. D'accord. Là, il va dans des conditions, considérations spirituelles. D'accord. La même question, hein, sous un autre angle, je vous pose la même question. Vous avez vous-même évoqué tout à l'heure. Finalement, les victimes en Côte d'Ivoire, est-ce que ce ne sont pas les parents pauvres de tous les efforts qu'on fait pour aller à la paix? Parce que vous trouvez qu'on fait des efforts pour aller à la paix. Nous, on ne voit pas ces efforts-là. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement, ou du moins le président Ouattara, pendant ces 2 mandats, n'a pas compris que, ou du moins n'a pas voulu, que la réconciliation soit la base même de la reconstruction du pays, de la restauration de tout dans le pays. Parce que quand on a connu une crise aussi grave que la nôtre, on ne doit pas considérer la réconciliation comme une vue de l'esprit. Comment on peut se retrouver après 2 mandats sans acquis véritable en matière de réconciliation? Donc nous estimons que si il y a eu des efforts, il faut qu'on nous les dise. Parce que nous là, on ne voit pas. Non, il n'y a pas d'effort. Au contraire, les frustrations se sont creusées, les prisonniers politiques ont augmenté, enfin, même ses alliés, il n'a pas su les garder. Parce que justement, il est toujours en train de louvoyer avec tout. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation de ni paix, ni guerre. Et on est menacé par une crise préélectorale à cause justement de son manque de disposition à aller courageusement aux vraies décisions qui peuvent emmener la paix dans le pays. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que la décision de réformer, de recomposer les CEI locales est déjà un pas qu'il faut saluer? Mais non. Normalement, même depuis la décision du 15 juillet, là, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on devait suspendre toutes les activités de la CEI. Parce qu'il a été demandé de changer les représentants de l'opposition et de la société civile au sein de la commission centrale. On n'a pas parlé que des CEI locales. Donc, franchement, il n'y a aucune volonté politique d'aller à la résolution de nos vrais problèmes. Vers la décrispation? Bon, pour moi non, parce que le constat, il faut le dire, vous savez, aujourd'hui, moi j'ai mon leader hors des frontières de Côte d'Ivoire. Et bon nombre d'Ivoiriens également aussi ont leur leader aussi en exil. D'accord. Bon, est-ce que vraiment dans un tel climat, mais ce que je peux dire, et je sais avec une conviction très ferme, que mon leader Guillaume Soro rentrera dans son pays et va participer au jeu électoral. Vous n'avez pas peur qu'il se fasse arrêter à son retour? Non, Guillaume Soro rentrera en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Je suis sûr et je suis persuadé. À quel moment est-ce qu'il rentrera? Le moment de Dieu. D'accord. Ça c'est bien répondu, le moment de Dieu. D'accord. Chers internautes, comme cela est de coutume, vous aurez tout à l'heure l'occasion de poser des questions à nos 2 invités qui répondront sans faux fuyance certainement. Mais avant d'en arriver là, je vais vous demander à vous, madame la présidente de ACI. ACI, excusez-moi. Que représente aujourd'hui la société civile en Côte d'Ivoire? La société civile en Côte d'Ivoire. On a d'Ivoire. l'impression que ce sont des organisations qui sont inféodées aux partis politiques. Bon,
chacun analyse les choses comme il veut. D'accord. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 catégories d'organisation de la société civile en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est lesquelles? Il y a la société civile qui est concentrée sur le développement. Ces organisations-là, tout ce qu'elles ont en tête, il faut qu'on cherche des financements pour exécuter des projets. D'accord. Et à celles-là, j'aimerais leur dire que c'est dans la paix, que les projets prospèrent, c'est dans la paix qu'on arrive à sauvegarder les acquis. D'accord. En un clin d'œil, quand il n'y a pas de paix, tout ça, ça se dissout. D'accord. Voilà. Parce que ce genre d'organisation-là ont peur de s'engager sur les sujets politiques. Et puis, il y a d'autres organisations, effectivement, comme vous l'avez dit, qui s'inféodent à certains partis. Bon, c'est leur choix. Mais il y a nous autres, qu'on peut appeler la société civile engagée. Nous sommes dit qu'en 2010, les politiciens nous ont envoyé la guerre. Il faut donc équilibrer le débat politique. D'accord. Avant 2010, ce qu'on avait en Côte d'Ivoire, on va même dire avant 2017, parce que nous, c'est en 2017 qu'on a commencé à travailler au niveau de la société civile générale. Avant 2017, on avait l'opposition et on avait le pouvoir seul qui gérait les questions politiques. D'accord. Nous disons que dans les nations dignes de ce nom, la société civile a également sa place dans le débat politique. Parce que les décisions politiques ont un impact sur nos vies. Donc ce n'est pas normal que les décisions importantes se prennent sans nous. Dans les pays sérieux, dans tous les conseils d'administration, vous avez la société civile, vous avez un cadre où la société civile se prononce sur la gestion publique. D'accord. Et c'est ce rôle-là que nous voulons jouer. D'accord. Et donc, nous pensons que la société civile, quand même existante en Côte d'Ivoire, elle a son rôle à jouer. Et en tout cas, nous jouons notre rôle. D'accord. Avant même qu'on ait fini, avant même que j'ai fini de poser mes questions, je commençais à recevoir les premières questions. Et il y a quelqu'un qui voudrait savoir, qu'est-ce qui fait courir le Chérif Balé? Qui est derrière vous? Il faut dire à cette personne-là que la Côte d'Ivoire est en train de changer. Je suis allée à l'école, j'ai mes diplômes, je sais réfléchir, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi. Voilà. Et je ne cours pas, je réfléchis aux problèmes de mon pays et je fais des propositions que je défends. Et donc, ça fait partie du rôle de la société civile. Comme c'est nouveau pour la plupart des Ivoiriens, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, la société civile n'osait pas se mêler du débat politique. C'est ce que nous faisons. Nous donnons l'avis du peuple. On a parfois l'impression que vous dites plus haut ce que l'opposition a peur de dire. Et pourquoi l'opposition aurait peur d'assumer cette décision? Pas du tout. Nous, on dit ce que le peuple pense. Nous sommes du peuple, nous sommes dans le peuple et nous pensons qu'il faut porter la voix du peuple. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, si ce que nous demandons dans un contexte précis est en accord avec ce que l'opposition demande, ça, ce n'est qu'une coïncidence. Il faut regarder la pertinence de nos arguments. Sinon, nous ne sommes pas une caisse de résonance de l'opposition. D'accord. Voilà. Monsieur Ouattara, vous, en tant qu'élu, comment est-ce que vous voyez le rôle de la société civile dans le processus démocratique en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en 2020? Bon, vous êtes satisfait de son rôle? Je dirais à 50%. D'accord. Voilà, comme nous le constatons. Voilà, je pense que la société civile, il y en a qui se sont mués, hein, effectivement, voilà, des caisses de résonance à des partis politiques, c'est malheureux. Et c'est pourquoi je profite donc de ce temps d'antenne-là pour féliciter Madame la Présidente. On la sait, on la voit très engagée pour défendre ses positions et cela encourager. C'est pas parce tout simplement. C'est pas parce qu'elle réclame le retour de Guillaume Soro? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Voilà. Alors, donc, l'encourager, voilà, dans ses prises de position et de décision, et que inviter les autres à sortir donc, de leur cachette et de prendre suffisamment leurs responsabilités. Parce que le peuple grogne, et grogne beaucoup, et je pense que
ils sont bien placés pour être effectivement les porte-voix de ce peuple. D'accord. Les questions des internautes, il y en a. Hein, je pense qu'il y en a d'assez intéressantes. C'est le cas des questions de Moussa Konaté qui voudrait savoir, qui pose la question à vous tous les deux, chacun va répondre. Quelle solution pour éviter les violences post-électorales? Mais ça, on l'a déjà dit. Pour éviter, il a bien dit post-électoral. On parle de préélectoral. Hein. Oui. Si les élections sont bien préparées et que toutes les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison qu'il y ait des violences post-électorales. D'accord. Les solutions sont contenues dans nos revendications. D'accord. Moi, je dirais rapidement aussi, d'abord, le respect de la Constitution. D'accord. Parce que ça, c'est la base même. Voilà, parce que nous sommes dans un pays civilisé. D'accord. Et c'est autour donc de ces règles-là que nous fonctionnons. D'accord. Le respect donc de la Constitution. D'accord. Qui va donc aboutir à la sortie des prisonniers politiques. D'accord. Voilà, les députés qui sont emprisonnés, que la Constitution elle-même condamne. Donc c'est pourquoi vous voyez que j'insiste sur le respect d'abord de la Constitution ivoirienne. D'accord. Et à partir de là, moi je me dis 3 mois c'est vrai, mais moi je dis le report même carrément de ces élections. D'accord. Le moment qui va encore laisser un temps aux différents acteurs de s'asseoir, de se parler, et d'aller, et surtout même faire entrer tous nos frères qui sont hors des territoires, venir dans leur pays. Ça, c'est important. D'accord. Voilà, se retrouver, les enfants Côte d'Ivoire, pour parler ensemble de l'avenir. Certes, chacun a son programme qu'il va défendre vis-à-vis du peuple, et ce sera au peuple lui seul de choisir son futur leader. D'accord. Tout simplement. Deuxième question de l'internaute Moussa Konaté. On a parlé de tout ce que le pouvoir devait faire, tout ce que le chef de l'État devait faire. Mais face à tout ce que vous avez relevé, quelle est la part de l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition devrait faire pour éviter qu'on ait à la fois une crise préélectorale, une crise post-électorale? Quand on parle et puis on dit le pouvoir, mais c'est parce qu'il a un pouvoir qui, à lui seul, lui permet de réunir tout le monde. D'accord. Voilà. Nous insistons pour dire que depuis mars 2019, ACI n'a de cesse de demander le dialogue inclusif. Dialogue qui va faire asseoir autour d'une table tous les leaders politiques. C'est pour cela que nous demandons l'annulation de toutes les condamnations par contumace. Parce qu'il faut qu'ils s'asseyent pour trouver un consensus électoral. Vous ne souhaitez pas participer vous-même à... Non, mais la société civile doit être impliquée. Pas moi, en tant que Pulchérik Balé, forcément. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile. Mais ces discussions-là doivent être tripartites. Il faut qu'il y ait l'opposition, le pouvoir et la société civile. Et si on veut être juste, on prendra la société civile engagée puisque c'est elle qui, jusqu'à présent, a défendu beaucoup de positions. D'accord. La même question de Moussa Konaté. Qu'est-ce que l'opposition qu'est-ce que l'opposition pourrait faire pour qu'on n'ait pas de nouvelles violences, monsieur le maire? Bon, vous savez, l'opposition est à la disposition d'abord du pouvoir même en place, parce qu'il faut le dire, elle a souligné le mot, et le chef de l'État aujourd'hui, en plus d'être chef de l'État, est le président du RHDP. Donc, au nom d'abord de cette double responsabilité, lorsqu'on est sûr de tout ce qu'on a fait comme réalisation, tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire avec cette complicité dont on nous parle chaque fois avec le peuple ivoirien, mais il faut rassembler les enfants. D'accord. Pour moi, le plus important, il faut rassembler les enfants du pays. C'est important. Ne pas laisser d'autres à des frontières, et puis aller dans un tel climat. L'opposition, je dirais, est engagée et en même temps a pris les dispositions de répondre à cette main tendue. Voilà, parce que je ne pense pas actuellement, parce que quand on est opposant, c'est parce qu'on a quelque chose de bon à présenter aux Ivoiriens. Et l'opposition aujourd'hui est soucieuse et est dans la dynamique de se retrouver avec le camp adverse pour échanger et de parler de Côte d'Ivoire, de voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour faire avancer le pays. D'accord. Voilà. D'accord. Kofi Jonas qui demande à Pulchérik Balé,
Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre organisation de la société civile et de quels moyens disposez-vous pour mener vos activités? Ce qu'on fait concrètement, je pense que ça se voit. Nous nous prononçons sur toutes les questions d'intérêt national. Il faut préciser que ACI a été créé le 5 mars 2019, dans la période où l'école ivoirienne était bloquée. Donc, le FORCI, mon organisation de base, a organisé un atelier pour voir comment, dans la solidarité, la société civile pouvait trouver des réponses aux questions d'intérêt national. Et c'est comme ça que ACI est né. Donc, c'est ça notre première vocation. Et la seconde que nous avons ajoutée dans nos textes, c'est de travailler à la mise en place des conditions pour des élections apaisées. De quels moyens disposez-vous pour mener vos actions? Comme toutes les organisations, on a nos cotisations. Évidemment, quand on est le premier responsable, on met toujours aussi un peu plus que les autres nos moyens. Et puis, il y a des gens qui apprécient notre combat, qui nous apportent des appuis ponctuels. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de FORCI. FORCI, c'est quoi? FORCI, c'est le forum des organisations de la société civile ivoirienne que nous avons créé en 2017 pour commencer notre combat. D'accord. Manifestement, la question de Ahmed Koulibaly s'adresse en grande partie au cadre de GPS. Il veut savoir, est-ce qu'il y a un espoir de réconciliation entre les partisans de Guillaume Soro et ceux de Laurent Gbagbo, étant entendu que les partisans de l'ancien président pensent que c'est Guillaume Soro qui est à la base de tout le malheur depuis 10 ans au moins? Bon, nous disons clair, parce que le président Guillaume Soro lui-même, il est dans la phase de la réconciliation. Aujourd'hui, vous voyez, c'est l'un des seuls acteurs aujourd'hui sur, je vais dire, toutes ces plateformes qui a d'abord demandé pardon aux Ivoiriens. Je pense qu'il est en même temps conscient que nous venons de loin. À un moment donné, chacun a peut-être sa part de responsabilité. Mais moi, Guillaume Soro, je pense qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de sa propre personne. Alors, je demande pardon. Vous pensez qu'il est sincère déjà? Il est sincère. Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu, en tout cas, moi je pense que c'est déjà un grand pas à saluer de tous ces acteurs. Donc il faut l'encourager. Et je me dis, avec le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Certes, c'est vrai, il y a d'abord la question des partisans que vous avez soulevée, mais vous verrez, dans les prochains jours, nous prions tous pour que non seulement le président, l'ex-président Gbagbo Laurent rentre dans son pays, et que l'ex-ministre Charles Blé Goudé rentre également aussi dans son pays. Nous n'avons pas de problème, je peux vous certifier, avec l'actuel président Henri Konan Bédié. Nous n'avons aucun problème dans notre démarche et dans notre sincérité de faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de problème avec Laurent Gbagbo. Voilà, je peux déjà vous rassurer. Vous avez juste des problèmes avec Alassane Ouattara, c'est ça? Bon, nous dirons même que nous n'avons pas de problème particulier avec le président Alassane Ouattara, mais nous souhaiterons qu'avec le président Alassane, qu'on se mette ensemble pour donner aux Ivoiriens ce qu'ils attendent réellement. D'accord. Voilà. Guillaume Soro, dans sa posture d'apôtre de la réconciliation, vous lui faites confiance, vous? Si nous voulons vraiment aller à la réconciliation, nous devons faire confiance en tous ceux qui parlent de réconciliation. D'accord. La chose maintenant qui va crédibiliser les uns et les autres, c'est les actes qu'ils vont poser après leurs propos. D'accord. Parce que depuis, comme on l'a dit, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on a commencé à parler de réconciliation, mais la réconciliation n'est pas effective parce que la plupart des acteurs politiques ne sont pas sincères. Mais aujourd'hui, là, si le président Guillaume Soro accepte de parler de réconciliation, nous, au niveau de la société civile, notre rôle n'est pas de le juger. Parce que nous-mêmes, là, nous voulons que tous les acteurs s'asseyent pour un consensus. Le consensus, là, ça veut dire que tous ils s'asseyent, ils font un diagnostic sans faux fuyant, ils trouvent les solutions pour qu'on aille à la paix. Parce que nous, le peuple, c'est la paix qui nous intéresse. Sans la paix, on ne peut pas bien mener nos activités. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas partisans. On essaie d'être objectifs
dans tout ce que nous disons. Donc celui qui parle de réconciliation, a priori, on lui fait confiance. Maintenant, on attend de voir ce qu'il fait et c'est pour cela qu'on est virulent envers le président Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un président qui va réconcilier. Oui, mais on est virulent parce que lui-même, il n'est pas bien avec nous. Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple? D'accord. Regardez même la gestion de la Covid. Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple? Actuellement où je vous parle là, le carburant a augmenté, donc le transport a augmenté, les prix des denrées de première nécessité ont augmenté. On n'a pas fini avec la Covid. Hein. Tout ça là, ça a augmenté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas fait la réconciliation. La situation des Ivoiriens empire. D'année en année, au niveau social, ça ne va pas. L'école est détruite, la santé, ça ne va pas. Même toutes les promesses qui ont été faites pour le bien-être des Ivoiriens n'ont pas été satisfaites. Donc, nous pensons que si pendant 2 mandats, on a travaillé seulement sur les infrastructures, on n'a pas travaillé sur le niveau social, même l'année même où on a parlé de social, là, c'est cette année-là même, on a eu beaucoup de déguerpissements abusifs. On a mis les gens dans la rue, vous avez vu les gens au cimetière. Donc, voyez-vous, nous, on n'a pas confiance. Parce qu'il a gouverné, on a vu. Les résultats pour nous, le peuple, là. Si on vous suit justement, le bilan, il est négatif. Au niveau social, il est négatif. D'accord. Même au niveau politique, puisqu'on n'a pas toujours la paix. D'accord. La deuxième question de Ahmed Koulibaly de Mbengue, je vais vous la lire. Pensez-vous que le peuple saura se passer des supposés conflits interethniques et religieux montés par certains hommes politiques véreux qui veulent profiter de cette division des régions? Oui. Elle est longue, hein? Mais... Oui. Non, mais ça, c'est un petit problème. En fait, c'est pour ça que nous insistons sur le dialogue inclusif. Imaginez un seul instant que tous ces leaders-là se retrouvent autour d'une table pour s'entendre sur quelque chose. C'est là, la réconciliation va commencer. D'accord. Parce que dans le peuple, il y a plusieurs catégories. Chacun a ses partisans. Il y a nous qui n'avons pas de parti, mais qui regardons aussi. Et si jamais c'est les partisans là qui ont envoyé des problèmes, ce que le leader politique dit là, c'est ça qui a eu un impact. Et puis la guerre est venue. Donc si les leaders politiques arrivent à s'entendre, arrivent à un consensus, naturellement, tous les conflits au niveau social là, tout ça va se tasser. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, est-ce que vous pensez que le peuple saura faire la différence entre ce que le politique, les acteurs politiques lui dit de négatif? Est-ce qu'il saura faire la part des choses? Oui, je me dis que le constat aujourd'hui, il faut que ça soit su de tous les Ivoiriens. Hier, c'était possible, mais aujourd'hui, vous savez, depuis les crises en Côte d'Ivoire, le peuple aussi a suffisamment mûri. Ça, il faut le dire. Vous parlez de Ouattara Guébé Songhissa, maire de Kasséré. C'est en même temps, je suis du Grand Nord. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, et c'est les propos encore répétés par mon leader, Guillaume Kibafodi Soro, aujourd'hui, il n'est pas question du nord, du sud, du centre, l'est, l'ouest, cette politique. Non. Parce qu'aujourd'hui, même, je prends un exemple, même dans le Grand Nord aujourd'hui, un seul candidat présenté par le Grand Nord ne peut même pas devenir président de la République. Et les chiffres le démontrent au niveau du fichier électoral. Donc vous savez déjà que ce maillage fait naturellement, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à nous donner la main pour même diriger ensemble ce pays. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens l'ont compris. D'accord. Ce mercredi, a réuni avec ses partisans à l'hôtel Ivoire, le chef de l'État, finalement, de ce qu'il en est ressorti, a décidé de poursuivre la réflexion quant aux appels à un 3e mandat. Quel commentaire cela vous inspire? Vous pensez que c'est une décision sage? À notre avis, il n'y a même pas de réflexion à faire. Il doit désigner quelqu'un. Le RHDP doit désigner un candidat autre que le président Ouattara. D'accord. Il n'y a pas de réflexion à poursuivre. D'accord. C'est le même avis? Bon, rapidement, je dirais déjà que c'est... Déjà, parce que le fait de ne pas
De maintenir le suspense. Maintenir le suspense. Je pense que tout ça, c'est de se faire entourer encore par certains conseillers. Voilà, donc nous, en tout cas, nous regardons le chef de l'État qui, nous disons qu'il sera vraiment animé d'une grande sagesse et aller vraiment dans le sens de ce que les propos tenus par lui-même et à l'attente également aussi du peuple. D'accord. Voilà, parce que le peuple ivoirien, ce n'est pas simplement les militants du RHDP. D'accord. Voilà, c'est toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes au thème de cette émission. On va faire un tour de table pour le mot de fin. Qu'est-ce que vous diriez aux Ivoiriens, Madame la Présidente alternative citoyenne ivoirienne. Bon, avant de donner mon mot de fin, je voudrais vraiment dire merci aux responsables de GKS TV qui nous ont permis de nous exprimer sur certaines questions importantes de l'actualité actuellement. Nous aimerions dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lever pour assumer ses convictions, pour assumer ses positions. Donc, ACI invite chaque Ivoirien à plus de responsabilités, chaque organisation de la société civile a plus d'engagement afin qu'ensemble, nous puissions nous aussi influencer l'histoire de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le maire du Kasséré, en regardant comme Pulchéric Balé droit. Exactement, je dirais. Les Ivoiriens dans les yeux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À double titre, vous avez dit le maire de Kasséré. Donc ça veut dire saluer personnellement les populations de la commune de Kasséré. Ensuite, rappeler toujours à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est important. Parce qu'on a l'impression que tout est politique. Et aujourd'hui, on oublie un peu le fonctionnement de l'État. Il est important. Parce que, sans ignorer, il faudrait que vous qui n'êtes pas, pas du RHDPS, vous avez voilà, les moyens pour travailler. Bon, malheureusement, on ne dira pas nous en tant que nous. C'est pratiquement une règle qui s'étend sur toutes les mairies de Côte d'Ivoire. De voir aujourd'hui, nous n'avons pas encore le budget de fonctionnement et même investissement. Ça veut dire tout ce que nous avons prévu localement envers nos populations. Rien ne bouge. Pas de budget de fonctionnement, pas de budget en investissement sur toute l'étendue du territoire. Aucune mairie. Ça aussi, il faudrait attirer l'attention de la population et que ça soit su de tous et que l'État de Côte d'Ivoire, parce que je dis tout n'est pas politique, tout n'est pas, il faut désigner un tel ou tel, il faut faire fonctionner l'État lui-même. Voilà, parce que les populations, c'est l'État. C'est là-bas vont les impôts. Alors, il faut faire fonctionner les mairies. Et c'est important. Et en tant que cadre de GPS, en tant que cadre de GPS, je voulais tout simplement saluer l'ensemble des militants du GPS. Saluer également le premier responsable, Guillaume Kibafori Souré, et tous nos partisans, surtout, qui sont, je vais dire, emprisonnés, qu'ils tiennent bon. Et rassurer l'ensemble des militants GPS que notre leader générationnel, Guillaume Kibafori Souré, rentrera dans son pays. Il constituera son dossier de candidature. Les questions de parrainage sont bouclées sur l'ensemble du territoire. Guillaume Soro sera candidat, comme il vous l'a exprimé depuis les premières heures. Il sera candidat en Côte d'Ivoire. Et peuple de Côte d'Ivoire, militants de GPS et l'ensemble des partis, je parle bien du RACI, de l'UDS, tous les mouvements et groupements qui soutiennent Guillaume Soro, le leader générationnel, qu'ils se tiennent prêts aller de l'avant et prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par les urnes, bien sûr, et j'insiste là-dessus. Car Guillaume Soro, c'est véritablement le leader générationnel et nous l'attendons tranquillement au pays. D'accord. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission. Rendez-vous dans quelques jours pour la 4e édition de C'est pas normal.